10 € offerts et votre premier pari immédiatement remboursé en cash s'il est perdant, avec le lien en description. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on pense du Maroc maintenant? Vainqueur 2-0 du Cameroun, le Maroc, au bout d'une performance élite, atteint les demi-finales de sa Coupe d'Afrique des Nations, et si j'osais l'expression, le Maroc a fait fermer des bouches. Ils ont sorti cette première mi-temps, c'est la meilleure mi-temps du tournoi. Le plan de Regragui était parfait. Collectivement, ce que ce Maroc a produit dans toutes les phases du jeu, c'était excellent. Individuellement aussi, c'était excellent. Qui est-ce que tu ressors comme homme du match? Vraie question les gars, qui est-ce que tu ressors comme homme du match? Je pourrais distinguer quasiment tout le monde, mais pour moi, vous l'avez? Le match de Nil El Ainaoui. Il a plané sur ce match comme un voyageur interstellaire. Il a laissé son empreinte sur ce match comme un astronaute. Ouais, ce soir, Nil El Ainaoui, c'était Neil Armstrong. Ou c'était peut-être Lothar Matthäus. Parfois, j'ai fermé les yeux et je voyais Lothar Matthäus. Si on parle de ce match sans mettre au tout premier plan la performance de Nil El Ainaoui au milieu de terrain du Maroc, pour moi, on fait une grosse erreur analytique. Mais elle pourrait presque être compréhensible parce que tout le monde a été fort. Et ce Cameroun que beaucoup présentaient comme un Cameroun piégeux, qui montait en puissance, qui allait le faire, peut-être aller beaucoup plus loin encore, un Cameroun dangereux, qui allait éteindre Rabat, ce Cameroun a été totalement asphyxié. Ils ont terminé le match, vous savez combien de tirs? Un tir. Quand? 72e minute. Ne croyez pas les stats. Vous allez voir ici et là des stats qui disent j'ai 5 tirs pour le Cameroun ici. Non. Je suis allé voir les 5 tirs du Cameroun. Parce que je tenais les comptes. J'attendais le premier tir du Cameroun. Je fais toujours pas de tir. Quand est-ce que va venir le premier tir? Je suis allé voir sur WhoScored. Ils ont une carte des tirs du Cameroun. Donc tu peux vraiment cliquer sur chacun et voir. Ils en ont 2 à la 28e. Kofane et Tolo. Ils en ont un à la 87e. Bemo sur un coup franc. Qui place ici d'ailleurs. Et ils en ont un à la 93e. Samuel Koto, tête bloquée. Je suis allé voir ces 4 tirs. Ça, c'est les 2 de Tolo et Kofane. C'est des mecs qui se gênent dans la surface de réparation et un ballon qui file en cloche. Ça, ils ont considéré ça comme 2 tirs. Ce centre de Bemo à 40 mètres sur un coup franc excentré, ils ont considéré que c'était un tir. Et cette déviation au bout du bout de Koto, ça, ils ont considéré que c'était un tir. Non. Le Cameroun n'a pas eu 5 tirs dans ce match. Le Cameroun a eu 1 tir. Et la performance défensive du Maroc, c'est standard Coupe du Monde 2022. Ils ont enfin produit une grande performance défensive. J'étais pas inquiet sur le reste, les gars. Défensivement, là, on avait vu par contre quelques grosses occasions concédées contre la Tanzanie. Honnêtement, chapeau à Massina. On disait que ça allait être difficile, et il a été bien aidé. Dans son couloir, face à Mbeumo, Nil a été monstrueux, Mazraoui l'a aidé. Mais honnêtement, il a sorti un top match. Dans les airs, Aguero aussi, top match. Ça a été une performance de très haut niveau. Et oui, il y en a qui vont arriver, qui vont parler d'arbitrage, comme après la match contre la Tanzanie. L'arbitrage, ça va beaucoup revenir tout le temps. Ce contact Massina-Mbeumo, en vrai de vrai, je pense que je donne penalty. Mais j'aurais aussi donné penalty sur Dina Ebimbe qui arrache la cheville d'Abdé. Et j'aurais aussi donné penalty sur Epassi qui met 2 points dans la tête de Saïbari. Au bout du bout, si tu dis l'arbitrage machin, en vrai, si tu dois donner des penaltys à gauche à droite, il y en a 2 pour le Maroc, 1 pour le Cameroun. À voir cette action peut-être qu'il y avait hors-jeu de Saïbari sur le centre. Les 2 points d'Epassi dans sa tête. Peut-être il y avait hors-jeu à la base, mais minimum un partout parce que ça. Donc, pas envie de parler d'arbitrage. Ça sert à quoi de parler d'arbitrage quand on a vu ce match de foot? J'attends quelques mea culpa en commentaire. Parce que t'es à côté de la plaque. Le fond de jeu sur le Maroc est inexistant. Jamais il passe. Tu fais de la démagogie. Allez,
On se régale en commentaire maintenant et on va se régaler les gars sur l'analyse de cette rencontre. Le Maroc gagne son quart de finale de CAN face au Cameroun. Exactement le même 11 qui était utilisé, le même entrejeu. El Ainaoui, El Khanous, Saïbari. On pouvait penser peut-être une modification, peut-être... Non. Regragui a maintenu sa confiance totale en les mêmes hommes. Massina aussi en défense centrale. Et l'entrejeu du Maroc, hyper agressif. 4-1, 4-1, donc Nil un peu plus bas qu'El Khanous et Saïbari. La pression, les déclenchements de pression, ils étaient toujours prêts à sortir. Et ils étaient d'une énergie. Alors là, quand El Khanous sort contre le ballon haut, le ballon par-dessus de bas les bas, il y a systématiquement 5 mecs qui fondent sur toi. El Khabi en attaquant de pression, c'est un bonheur absolu. Pourquoi ? Parce qu'en plus de multiplier les efforts, il est intelligent dans la pression. Et j'ai toujours dit, dans la pression, il y a la volonté, l'exécution individuelle et l'exécution collective. Il y avait les 3 pour le Maroc. Il y avait l'intention, tout le monde était prêt à se mettre minable. Il y avait la qualité collective, toutes les poches étaient occupées. Et il y a l'exécution individuelle. Les courses, elles sont courbées, pas de faute sur les pressions. Ou alors, quand il faut, quand la pression est battue, la faute. La pression du Maroc, c'était pas une surprise. On l'avait montré dans les stats d'avant-match. Le PPDA le plus bas, la meilleure équipe de pression du tournoi. Ils ont continué dans ce registre. Et j'ai vu quantité de ballons redonnés par le Cameroun. Ils ont été incapables de construire le Cameroun. Et sur cette première mi-temps, c'est la vraie prise à la gorge. C'est une mi-temps sans tir pour le Cameroun. Et c'est une mi-temps avec quasiment aucun ballon touché dans le dernier tir adverse. Une mi-temps jouée sur la partie gauche de votre écran. Des ballons gagnés, combien dans la moitié de terrain du Cameroun par le Maroc. Et Brahim Diaz, les petits moments d'illumination qu'il faut, là sur ce ballon gagné, 6e minute. Est-ce que le Maroc va être un petit peu stressé dans sa CAN ? Moi, j'ai pas du tout vu un Maroc stressé face à la Tanzanie. Pas stress là non plus. Et s'il y avait un petit moment de comment démarrer ce match, Brahim les a tout de suite mis dans le droit chemin, comme il fait depuis le début. Ce leadership qu'il incarne, c'est aussi à mettre au crédit de son tournoi. Et faute gagnée ici, extérieur de surface, ça met tout de suite le Maroc dans le bon sens. Mais regardez, ce 4-3-3 / 4-1-4-1 avec Nil un petit peu plus bas. L'entrejeu du Maroc, très difficile pour eux de progresser. On voit même Bomo qui essaie de décrocher. Et la course courbée d'El Khabi pour gêner Koto et qui sort Malone de l'action. Top, cette course de pression. Quand Avom est touché, Nil a été excellent. Mais El Khanous aussi a réussi un paquet d'interceptions. Il y a la pression de Saïbari. Il y a El Khanous qui sort, qui va réussir l'interception. Et Nil a été incroyable. Honnêtement, ce trident, je ne l'attendais pas aussi solide dans les duels, dans l'impact, dans la science défensive. On pense à un entrejeu joueur quand on pense Nil El Ainaoui, quand on pense Bilal El Khanous, quand on pense Saïbari, on pense à un entrejeu joueur. Ça a été un entrejeu de combat. Ça a été un entrejeu de lecture et de science défensive. Ça a été un entrejeu parfait sur ce match. Ballon gagné, et la transition derrière, le jeu 3e homme avec El Khabi qui dévie, qui lui aussi avait un petit peu à se faire pardonner après ses occasions ratées contre la Tanzanie. Souvent, il était au bout de ses centres dynamiques, mais il avait des occasions ratées qui étaient un petit peu débiteurs au sol de son compteur. Franchement, il a fait un top match dans le jeu, en plus de donner la passe décisive sur l'ouverture du score. Et le Maroc a beaucoup d'armes. Abdé ensuite, ça finit sur un centre dangereux, il faut que Tolo sauve. Et souvent, les actions du Maroc, elles finissent sur des centres, mais comme j'en ai parlé contre la Tanzanie, c'est des bons centres. Grosse différence entre les centres statiques, les on centre et on prie, et les centres dynamiques, au bout d'actions en mouvement, où tu as créé un décalage et où du coup la défense n'est pas positionnée, doit réagir à un appel contre appel, un mec qui vient d'être battu et qui déclenche le centre. Et souvent, les dégagements du Cameroun, ils n'étaient pas sereins, comme le Maroc par exemple, sur les centres du Cameroun, où c'est des têtes hautes qui te donnent même parfois des transitions offensives, c'est des dégagements catastrophés qui donnent des corners. Le Maroc est à 5 corners à 0 sur le premier quart d'heure. Ouais. Et beaucoup de contre-pression réussie, même sur ce ballon. Quand il revient, Nil qui sort, comme j'ai dit, Lothar Matthaus, monstrueux, Nil Matthaus. Et juste Hakimi qui gagne un coup franc haut ensuite avec de la percée. Ça a été un très très bon match, comme j'ai dit, 16e minute, 5 corners déjà à 0. Et à ce moment-là du match, je suis allé regarder le nombre de ballons touchés aussi. 1 pour Mbeumo, 1 pour Mbeumo, 1 pour Kofané. Totalement sorti de la rencontre. On pouvait s'attendre à du danger dans le couloir de Mbeumo, mais souvenez-vous aussi que j'avais dit, après ce match contre l'Afrique du Sud, où ils avaient pris le bouillon pendant une demi-heure, début de match,
Bemo et Kofané avaient eu beaucoup de mal à se trouver. Et ce 5-3-2 avec Namasso un petit peu en décrochage, pas aussi haut que Bemo et Kofané, souvent les deux, il y avait un manque de lecture. Bemo toujours fort, en transition, il avait montré de belles choses quand même dans ce match. Mais on l'avait dit ça, on l'avait dit. Ils ont du mal à être trouvés, ils ont du mal à se trouver. Et dans des moments où le Cameroun sombre, ils sombrent très bas. C'est exactement ce qui s'est passé. Et la pression du Maroc les a complètement étouffés. Encore du jeu long, systématiquement. Encore Nil El Naoui qui sort et qui gagne des ballons. Ça, c'était l'action astronaute. Où il porte la petite talonnade derrière. Le jeu à deux avec Abdé et son centre. Encore une fois, à Batolo, c'est la tête catastrophique pour dégager. Ça finit en corner. Et c'est sur ce corner que le Maroc, qui a beaucoup joué les corners premier poteau, qui avait clairement cette intention depuis le début de faire des déviations premier poteau. Et d'ailleurs, dans le placement de Brahim, ça se voit. Même des petits écrans qui sont posés, ça se voit. El Kabi, top déviation. Brahim qui finit. 1-0. Ouais. L'inévitable. 5 buts en 5 matchs. 5 buts en 5 matchs. 1 but à chaque match. C'est le MVP de ce tournoi pour l'instant. Je ne veux pas entendre. Il y a d'autres qui font des gros tournois. Lookman fait un top tournoi. Il n'y a pas de problème. Demain, on verra Algérie-Nigeria. Brahim prend la charge offensive du Maroc sur ses épaules. Il y en a d'autres. El Kabi est pas mal aussi. Mais à chaque match, il répond présent. Chaque match, il répond présent dans les moments critiques, les buts qui te font gagner les rencontres, les buts à 0-0, les buts qui débloquent les matchs. Le premier but du tournoi, le but contre la Tanzanie, le premier but de ce quart de finale. Brahim est un joueur supérieur et il est pour l'instant le joueur supérieur de cette compétition. Le Maroc a aussi des possibilités en transition au bout d'un moment. Et même certains coups sont pas trop mal joués. C'est peut-être le seul point de faiblesse du Maroc. De la première à la 90e minute, si tu regardes leur transition, sur la sélection, les choix, parfois, c'était pas optimal, mais c'est dur de jouer les transitions optimalement, mais ils n'ont pas tout à fait les profils pour être une équipe de projection ultime. Abdé est très bon à la portée, mais dans la profondeur, comme quand il est servi ici par Saibari, ouais, il se fait éteindre par Malone, et c'est normal, c'est pas un joueur de profondeur. El Kaabi, ok, potentiellement, mais c'est plus un 9 de pression et un 9 de duel aérien, un 9 de centre, qu'un véritable 9 profond de transition. Hakimi, il va partir de beaucoup plus bas, ça va être difficile sur les projections, et ce milieu n'est pas non plus un super milieu de projection, excepté peut-être Saibari sur certaines séquences. Mais donc, le Maroc a beaucoup de force, le Maroc a la pression, le Maroc a la qualité bloc bas, on l'a vu sur cette fin de match, la dernière demi-heure. Le Maroc a le jeu placé, que beaucoup décrivaient comme mauvais. Non, nous on n'était pas d'accord avec ça du tout. Le jeu placé, c'était le meilleur du tournoi, même s'il n'y a que 1-0 contre la Tanzanie, etc. Les passes intérieures, les jeux troisième homme, les centres dynamiques créés, etc. Mais la transition, c'est pas leur force principale. Il y a d'autres équipes qui sont meilleures dans cette compétition, assez clairement. Je ne sais pas si ça leur posera problème. On avait dit aussi dans la fin du match contre la Tanzanie, peut-être que leur clé à eux, ce sera surtout de presser et de jouer le match dans la moitié de terrain adverse, parce que ça, ils sont très très forts. C'était l'idée de cette première mi-temps, avec systématiquement, même quand la transition elle aboutit pas, des ballons hauts gagnés, comme celui-ci. Bemo a été totalement sorti du match. On a parlé du fait qu'il a un ballon touché au bout de 15 minutes. Contre l'Afrique du Sud aussi, il avait du mal à se mettre dans la rencontre. Je pense que c'était pas plus de 2 ou 3 ballons touchés au bout de 20 minutes. Bon, Nil a fait un travail sur lui. Cette passe, elle va directement en touche. Les replis défensifs étaient top. Les replis défensifs du Maroc en général étaient excellents. Il y avait une débauche d'énergie qui était élite. Mais Bemo a été défendu collectivement. Sur le côté, j'ai vu des 1 contre 3 parfois. On ne voulait pas laisser Massina seul dans ces poches-là face à un joueur en forme. Et le plan du Maroc a parfaitement fonctionné. Et après, ouais, la pression, comme j'ai dit, les bas, quand le Cameroun essayait de construire par l'axe, non. Incroyable, encore une sortie d'El Naoui. Je ne sais pas ce que c'est les chiffres d'El Naoui, je ne sais pas comment ils sont comptabilisés, mais il a été une pieuvre, une araignée. Et dans les airs, le Maroc, on pouvait penser Kofané, le but Michael Jordan l'autre jour contre l'Afrique du Sud. Kofané, pareil, il n'a pas existé. Et Massina Aguerd, dans les airs, ont gagné quasiment tous leurs duels. On s'arrête déjà là pour le Maroc ? Non, j'ai quelques images qui sont restées à la fin. Ça, c'est le Sénégal. On va parler du Sénégal aussi, pas de souci. Où sont mes images du Maroc ? Ouais, quand même. Parce que même si cette rencontre, elle a demi-temps, la deuxième, il y a un bon petit trou d'air, mais global. Il ne se passe pas grand-chose entre la 45e et la 70e dans l'ensemble. À la 74e, le Maroc
à ce coup de pied arrêté. Un deuxième but sur coup de pied arrêté du match. Ils sont forts sur coup de pied arrêté aussi. Saibari la frappe croisée. Et derrière, je sais pas pourquoi, il a pris... Ses coéquipiers étaient déchaînés. Et peut-être que Saibari est très vilain à l'entraînement, mais on lui devait des coups de pied. Il s'est fait rouer de coups au sol. Mais le Maroc a marqué de manière méritée le deuxième but de cette rencontre, se qualifier en demi-finale de Cannes. Ils ont fait un top match. Je pense qu'on en a assez dit. Sur les amis marocains, qui vont jouer donc le vainqueur de Nigeria-Algérie. Demain, on analysera ça, bien sûr. Mais en attendant, j'avais aussi envie de vous parler de Mali-Sénégal, qui se tenait juste quelques heures plus tôt. Hop, laissez-moi vous retrouver les images. La tanière des demi. Pourquoi la tanière des demi pour les Lions de la Teranga? Parce qu'ils retrouvent leur domicile. Vainqueur du Mali 1-0. Les demi-finales, c'est là où ils habitent. 3e dernier carré de Cannes sur les 4 dernières compétitions. 2 fois, ils sont allés en finale. Est-ce qu'il y aura une finale de plus contre le vainqueur de Côte d'Ivoire-Égypte? Là, le Sénégal a fait un match plus ambivalent. Je suis moins dithyrambique que la prestation du Maroc contre le Cameroun. Ils se qualifient à la fin, ils ont eu les occasions pour le faire. 3 choix forts de Papio au coup d'envoi. 3 titulaires qui n'étaient pas match précédent contre le Soudan. C'est El Hadji Malick Diouf, donc ça on était très content de le voir parce que beaucoup mieux que Jacobs, on avait parlé, on le souhaitait. C'était Habib Diallo à la place de Nico Jackson et c'était Iliman Ndiaye à la place d'Ismail Assar qui faisait pour l'instant un tournoi difficile et qui avait été un no-flop de la rencontre. 2 sur les 3 très bons changements. Habib Diallo, j'ai un peu moins de choses à dire. El Hadji Malick Diouf, top. Iliman Ndiaye a débloqué la rencontre. Le trio de l'entrejeu n'a pas changé, donc Habib Diarra est resté, c'était intéressant. Et Pape Gueye est resté bien sûr, aux côtés d'Idrissa Gueye, avec Pape Gueye à gauche. À gauche plus qu'à droite. Dommage, c'était un truc, et on va en parler, un truc qu'on souhaitait voir. Koulibaly, son match a été difficile. Koulibaly en défense centrale, ça a été assez compliqué. Et dans l'ensemble, le Sénégal, face à la pression du Mali, a mis un petit peu de temps à se mettre à la hauteur de cette rencontre, j'ai trouvé. Le Mali, tu les as vus faire leur meilleur match du tournoi. Pas que la barre était hyper haute, mais c'est des séquences qu'on n'avait pas vu le Mali produire jusque-là. Ballon gagné ici dans les pieds d'Idrissa Gueye, top pression. Encore une fois, là, dans le couloir, ballon perdu par Iliman Ndiaye. Et ce tacle de Kalidou Koulibaly, il est un petit peu limite au moment où il le fait. Il a l'air un petit peu penaud quand même. C'est pas donné penalty parce que peut-être Sinayoko se laisse tomber et surtout jette son pied gauche dans Koulibaly pour provoquer le contact. Mais là, pour moi, s'il y a juste ça, je donne pas le penalty, c'est sûr. Le deuxième contact du pied de Koulibaly sur le pied de Sinayoko, pied gauche, là, sur la ligne de 16 mètres, celui-là, il est plus douteux. Je suis content qu'il y ait moins de penalty qui soit donné que ce que les gens veulent dans cette CAN. Je trouve que le foot européen a pris la bascule de trop de penalty. Et à une époque, le foot africain, il y avait encore plus de penalty. Je trouve que dans cette CAN, en général, on a réduit les penalty. Et c'est une bonne chose. Les penalties sont trop donnés en général dans le monde du foot. 0,75 buts. 75% de chances de marquer un but sur des actions anodines. C'est une des faiblesses de notre game design footballistique. Donc peut-être que ce tournoi est un pas dans la bonne direction. En général, si tu augmentes la barre à franchir pour donner un penalty, je trouve que c'est une bonne chose pour le foot. Sur cette action, du coup, un peu douteux, un peu. Mais si c'est pas donné, ça me dérange pas. Koulibaly, par contre, son match a été difficile. Pape Gueye sur le côté gauche, comme le match contre le Soudan, où il marque le doublé, bien sûr, mais dans le jeu, on avait dit on préférait la seconde période où quand Lamine Camara était entré, il était passé à droite, pouvait entrer avec son pied gauche, entrer à l'intérieur, que ce soit par la portée ou par la passe. Là, il y a des moments, gaucher sur la gauche, il transmet dans la profondeur, c'est mal transmis, c'est perdu. Ensuite, il fait la faute de contre-pression, donc le pressing du Sénégal meurt, le Mali peut se relancer, des petites choses comme ça. Et l'entrejeu du Sénégal, donc, ce 1-2 avec Idrissa Gueye sous Pape Gueye. Donc là, c'est Habib Diarra et Pape Gueye de l'autre côté. J'aurais souhaité que ce soit Pape Gueye de ce côté-là. Mais ouais, sur du truc comme ça, Koulibaly qui donne, tu dis, est-ce qu'il n'y a pas mieux si t'as un gaucher? Le contrôle de Koulibaly, de Diarra, Habib Diarra, il le fait pied droit. Et du coup, Bissouma sort sur lui, ballon gagné dans les pieds, gratté dans les pieds. C'est des choses qu'on a vues un peu tout au long de cette première période. Encore une fois ici, Koulibaly, encore une fois Diarra. Il n'est pas gaucher,
Donc, il n'a pas l'intuition de, hop, la mettre en troisième homme comme ça, à Idrissa Gueye avec son pied gauche. Il se retourne, pivote énormément, ouvre les hanches, et du coup, c'est lent. Et du coup, Bissouma sort, et la passe est plus facile à couper. Plus facile que s'il était gaucher. L'angle, je pense, c'est assez évident, sans faire une démonstration de physique. Si tu es gaucher, plus facile de la transmettre sans que ce soit coupé. Tu peux faire avec cet effet un petit peu. Avec le pied droit, c'est ouvert. On peut surgir dessus. Et c'est ce que fait Bissouma. C'est un ballon gagné là, c'est un ballon perdu par le Sénégal. Le build-up était toujours pas convaincant. Le Sénégal est très fort en projection. Ils ont beaucoup d'armes. Le build-up, c'est pas hyper convaincant. Et donc, ça, c'est un petit truc à surveiller, surtout quand derrière, Koulibaly, il gagne pas son duel face à Sinayoko. Sinayoko progresse et c'est corner remporté par le Mali à la 14e, alors que je trouve le Sénégal les met dans ce match, alors qu'ils n'ont pas vocation à être dans ce match. Le Sénégal est bien supérieur, a des armes pour être supérieur. Ils n'ont pas fait une top entame, encore une fois. Et c'est beaucoup venu de Koulibaly, qui là aussi, plein axe, passe direct sur Sinayoko. Peut-être il cherche Habib Diarra une ligne plus haut, mais la sélection, elle est difficile. Le positionnement, ça c'est très très dur. Et c'est coupé par Sinayoko. C'est très dangereux, parce que Sinayoko en plus, il remporte son duel face à Koulibaly, le petit ballon par-dessus. Et derrière, il y a quasi 1 contre 1. Il faut un top retour de Crépin Diatta, qui lui par contre continue de faire une top canne pour couper cette transition. Les deux titularisations en revanche, si je suis pas méga fan de la production avec ballon, notamment sur le build-up de Papio, les deux titularisations d'El Hadji Malick Diouf et Iliman Ndiaye, ça c'est des choix forts d'entraîneurs qui ont porté leurs fruits. Iliman Ndiaye te débloque le match. Iliman Ndiaye, t'envoie en quart de finale de CAN. 23e minute en demi-finale. 23e minute, il accélère, il transmet ici à Pape Gueye, et Pape Gueye avec son sniper, son club de golf extérieur de surface, il a failli marquer déjà encore un but extérieur de surface. Iliman Ndiaye, ballon coupé ici sur la pression, encore une fois là, et tu sais que c'est un mec qui aime presser en club, les petits ajustements comme ça pour asphyxier ton latéral, le contraindre à sortir, il sort, il doit dribbler en dehors du terrain, il ne peut pas faire autre chose. Iliman Ndiaye était top, et c'est son supplément de créativité qui t'a apporté. Ça, c'est la petite modification de la formule par rapport à Ismaïla Sarr, qui est surtout un joueur de projection. Le supplément de créativité face à une équipe regroupée que t'apporte la titularisation d'Iliman Ndiaye te débloque ce match et t'envoie en demi-finale de Coupe d'Afrique. Il est en 1 contre, je ne sais pas combien on veut compter de joueurs ici, mais il y en a 4. Il y en a 4 face à lui. On peut considérer que c'est un 3 contre 4. 3 contre 4 local dans cette zone, c'est pas souvent que ça donne occasion de but. La passe, elle est parfaitement filée. L'appel de Crépin était bon. Le centre, malheureusement, de Diarra, il y a une grosse bourde. J'ai envie de dire, il se rattrape sur la seconde partie de match. Diarra, parce qu'il a fait un florilège d'arrêt. Mais tu sais que quand t'es gardien, ce qui compte, c'est les erreurs. Faut pas en faire. À la fin, est-ce que tu peux dire le match de Diarra, il est bon s'il a fait 5 arrêts décisifs en seconde période, mais que tu perds 1-0 sur une erreur de gardien? Ça, c'est un débat toujours... Bon, moi, je sais comment je le tranche, et pourtant, j'ai été gardien. Je sais comment je le tranche, et ça montre l'ingratitude de ce poste. Iliman Ndiaye fini dans le but vide, 1-0 pour le Sénégal. El Hadji Malick Diouf, les appels intérieurs aussi, comme là, servi par Sadio, c'était méga dangereux, et ça aurait pu être 2-0 sur cette action. Donc les deux titularisations, elles seront reconduites en demi-finale. J'ai pas trop de doute là-dessus. Sauf si quelqu'un a pris un jaune, mais je pense pas. Je pense Pape Gueye et Kalidou ont pris un jaune. Il faut monitorer les suspensions. J'ai un petit doute sur les suspensions. Mais ouais, ça c'était très inspiré. Un peu moins le 3e carton rouge malien de cette compétition. Yves Bissouma exclu. Ça a tué le match du Mali. Et même s'ils ont eu des occasions, en vrai, et sur un coup de pied arrêté, ils ont eu cette occasion sur Edouard Mendy. Le Sénégal en a eu plus en seconde période. Diarra a dû faire un paquet d'arrêts. Ici, je pense que c'est 6 qui se procurent un face-à-face. Ça aurait dû faire 2-0. Ça aurait dû faire 2-0 ici aussi, avec l'entrée de Mbaye, des attaques rapides à jouer. Ça finit 15-0. Et c'était pas un top match du Sénégal. C'était assez pour aller en demi-finale de CAN contre Côte d'Ivoire ou Égypte. Surtout, j'ai envie de dire si c'est Côte d'Ivoire, mais on verra. Ce sera un niveau de difficulté vraiment supplémentaire. Je pense que ça va être intéressant. Je ne sais pas encore, on verra sur la vidéo prono des demi-finales de Coupe d'Afrique. Alors,
Qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment est-ce que vous avez senti cette première journée de quart de finale? Rendez-vous demain pour la deuxième. On va se régaler les potes. Ça va être super cool. Je kiffe cette CAN. Franchement, c'est le bonheur. Prenez soin de vous les gars et à demain. Bisous. Ah, oubliez pas le pouce bleu. On est 9e jour de janvier, 9e jour de l'année, 9e vidéo. 9 jours, 9 vidéos. Ça mérite un petit pouce bleu. Merci les gars. À demain.